La lecture philosophique par Mathieu Guglielmino. Un podcast pour faire vivre le savoir des philosophes dans ce qu'il y a de plus vivant, la parole. Cette semaine, une lecture de Gaston Bachelard, La formation de l'esprit scientifique, publié en 1938. La formation de l'esprit scientifique, Gaston Bachelard. Chapitre 3. La connaissance générale comme obstacle à la connaissance scientifique. Rien n'a plus ralenti les progrès de la connaissance scientifique que la fausse doctrine du général, qui a régné d'Aristote à Bacon inclus et qui reste pour tant d'esprits une doctrine fondamentale du savoir. Entendez encore les philosophes parler entre eux de la science. Vous aurez bien vite l'impression que Eumac ne manquait jamais de malice quand il répondait à l'affirmation de W. James. Tout savant a sa philosophie par la constatation réciproque. Tout philosophe a sa science à lui. Nous dirions plus volontiers encore, la philosophie a une science qui n'est qu'à elle, la science de la généralité. Nous allons nous efforcer de montrer que cette science du général est toujours un arrêt de l'expérience, un échec de l'empirisme inventif. Connaître le phénomène général, sans prévaloir pour tout comprendre, n'est-ce point à la mode d'une autre décadence? Jouir comme la foule du mythe inclus dans toute banalité. Mallarmé, Divagation, page 21. Il y a en effet une jouissance intellectuelle dangereuse dans une généralisation hâtive et facile. Une psychanalyse de la connaissance objective doit examiner soigneusement toutes les séductions de la facilité. C'est à cette condition qu'on aboutira à une théorie de l'abstraction scientifique vraiment saine, vraiment dynamique. Pour bien montrer l'immobilité des résumés trop généraux, prenons tout de suite un exemple. Bien souvent, afin d'indiquer d'une manière simple comment le raisonnement inductif, fondé sur une collection de faits particuliers, conduit à la loi scientifique générale, les professeurs de philosophie décrivent rapidement la chute de divers corps et concluent « tous les corps tombent ». Pour s'excuser de cette banalité, ils prétendent montrer qu'avec un tel exemple, ils ont tout ce qu'il faut pour marquer un progrès décisif de la pensée scientifique. En effet, sur ce point, la pensée moderne se présente vis-à-vis de la pensée aristotélicienne comme une généralité rectifiée, comme une généralité amplifiée. Aristote enseignait que les corps légers, fumées et vapeurs, feu et flammes, rejoignaient à l'empyrée leur lieu naturel, tandis que les graves cherchaient naturellement la terre. Au contraire, nos professeurs de philosophie enseignent que les corps tombent sans exception. Et voilà fondée, croit-il, la sainte doctrine de la gravitation. En effet, sur ce point, on tient à une généralité bien placée. Et c'est pourquoi nous commençons par cet exemple pour donner à notre polémique toute sa loyauté. Nous aurons par la suite un combat beaucoup plus facile, quand nous pourrons montrer que la recherche hâtive du général conduit le plus souvent à des généralités mal placées, sans lien avec les fonctions mathématiques essentielles du phénomène. Commençons donc par le débat le plus dur. Au gré de nos adversaires, au gré des philosophes, nous devrions mettre à la base de la culture scientifique les généralités les plus grandes. À la base de la mécanique, tous les corps tombent. À la base de l'optique, tous les rayons lumineux se propagent en ligne droite. À la base de la biologie, tous les êtres vivants sont mortels. On mettrait ainsi, au seuil de chaque science, de grandes vérités premières, des définitions intangibles qui éclairent toute une doctrine. En fait, le début des livres préscientifiques est d'embarrasser par cet effort de définition préliminaire, comme on peut s'en rendre compte, aussi bien pour la physique du XVIIIe siècle que pour la sociologie du XXe siècle. Et pourtant, on peut se demander si ces grandes lois constituent des pensées vraiment scientifiques, ou ce qui est pour nous la même chose, des pensées suggérant d'autres pensées. Si l'on prend la mesure de la valeur épistémologique de ces grandes vérités en les comparant aux connaissances fautives qu'elles ont remplacées, il ne fait pas de doute que ces lois générales ont été agissantes. Mais elles ne le sont plus, et c'est en cela que les stades pédagogiques ne sont pas entièrement homologues aux stades historiques. L'on peut en effet voir que de telles lois générales bloquent actuellement la pensée. Elles répondent en bloc, ou mieux, elles répondent sans qu'on questionne, puisque la question aristotélicienne depuis longtemps s'est tue.
Et voici la séduction de cette réponse trop prompte. Pour l'esprit pré-scientifique, le verbe tomber est suffisamment descriptif. Il donne l'essence du phénomène de chute. Au fond, comme on l'a dit souvent, ces lois générales définissent des mots plus que des choses. La loi générale de la chute des graves définit le mot grave. La loi générale de la rectitude du rayon lumineux définit à la fois le mot droite et le mot rayon, dans une telle ambiguïté de l'a priori et de l'a posteriori qu'elle nous donne personnellement une sorte de vertige logique. La loi générale de la croissance et de la mort des êtres vivants définit le mot vie en une sorte de pléonasme. Alors tout est clair, tout est identifié. Mais à notre avis, plus court est le procédé d'identification, plus pauvre est la pensée expérimentale. La pédagogie est là pour prouver l'inertie de la pensée qui vient d'avoir une satisfaction dans l'accord verbal des définitions. Pour le montrer, suivons un instant la leçon de mécanique élémentaire qui étudie la chute des corps. On vient donc de dire que tous les corps tombent, sans exception. En faisant l'expérience dans le vide, avec l'aide du tube de Newton, on arrive à une loi plus riche. Dans le vide, tous les corps tombent avec la même vitesse. On tient cette fois un énoncé utile, base réelle d'un empirisme exact. Toutefois, cette forme générale bien constituée peut arrêter la pensée. En fait, dans l'enseignement élémentaire, cette loi est le stade où s'arrêtent les esprits essoufflés. Cette loi est si claire, si complète, si bien fermée sur soi qu'on ne sent pas le besoin d'étudier la chute de plus près. Avec cette satisfaction de la pensée généralisante, l'expérience a perdu son aiguillon. Faut-il étudier seulement le jet d'une pierre sur la verticale ? On a tout de suite l'impression que les éléments de l'analyse font défaut. On ne sait pas distinguer entre la force de pesanteur agissant positivement dans le mouvement de haut en bas et la force de pesanteur agissant négativement dans le mouvement de bas en haut. Autour d'une connaissance trop générale, la zone d'inconnu ne se résout pas en problème précis. En résumé, même en suivant un cycle d'idées exactes, on peut se rendre compte que la généralité immobilise la pensée. Que les variables relatant l'aspect général portent ombre sur les variables mathématiques essentielles. En gros, ici, la notion de vitesse cache la notion d'accélération. C'est pourtant la notion d'accélération qui correspond à la réalité dominante. Ainsi, la mathématique des phénomènes est elle-même hiérarchisée, et ce n'est pas toujours la première forme mathématique qui est la bonne. Ce n'est pas toujours la première forme qui est réellement formative. Mais nos remarques paraîtront peut-être plus démonstratives si nous étudions les cas nombreux où la généralité est de toute évidence mal placée. C'est presque toujours le cas pour les généralités de premier aspect, pour les généralités désignées par les tables de l'observation naturelle, dressées par une sorte d'enregistrement automatique en s'appuyant sur les données des sens. Au fond, l'idée de table, qui paraît bien être une idée constitutive de l'empirisme classique, fonde une connaissance toute statique qui entrave tôt ou tard la recherche scientifique. Quoi qu'on pense sur la valeur, de toute évidence plus grande, de la table de degrés ou de la méthode des variations concomitantes, il ne faut pas oublier que ces méthodes, sans doute enrichies d'un certain dynamisme, restent solidaires de la table de présence. On a d'ailleurs toujours tendance à revenir à la table de présence, en évinçant les perturbations, les variations, les anomalies. Or, un des aspects les plus frappants de la physique contemporaine, c'est qu'elle travaille presque uniquement dans la zone des perturbations. Ce sont les perturbations qui posent actuellement les problèmes les plus intéressants. Bref, il arrive toujours un instant où il faut briser les premières tables de la loi empirique. Il serait trop facile de montrer que tous les faits généraux isolés par Bacon se sont révélés, dès les premiers progrès de la pensée empirique, sans consistance. Liebig a apporté contre le baconisme un jugement qui, pour être passionné, n'en est pas moins foncièrement juste. Du petit livre de Liebig, nous n'invoquerons qu'une page, celle où Liebig donne une interprétation de la méthode baconienne, en fonction des préoccupations dominantes de Bacon. L'inversion de valeur d'explication que Liebig nous signale paraît en effet relever d'une véritable psychanalyse. La méthode de Bacon cesse d'être incompréhensible quand on se rappelle qu'il est jurisconsulte et juge, et que par suite, il applique à la nature les procédés d'une enquête civile et criminelle. Se plaçant à ce point de vue, on comprend immédiatement sa division en instances et les valeurs relatives qu'il leur attribue.
Ce sont des témoins qu'il entend et sur les dispositions desquelles il fonde son jugement. Relativement à la chaleur, voici donc à peu près la manière dont raisonne Bacon, selon ses habitudes de juriste. Il n'y a rien à faire avec la chaleur du soleil à cause de la présence des neiges perpétuelles sur les montagnes élevées, bien qu'elles soient rapprochées du soleil. La chaleur des plumes, de la laine, de la fiente de cheval sont en relation avec la chaleur animale très mystérieuse quant à son origine. Bacon ne perdra donc pas de temps à chercher dans cette voie. Comme le fer ne se dilate point sous l'action d'une température très élevée, c'est paraît-il une des affirmations de Bacon, et comme l'eau bouillante est très chaude sans être lumineuse, cela permet de lancer contre les phénomènes de la dilatation et de la lumière un jugement d'alibi. Les sens peuvent tromper à l'égard de la chaleur, puisque à une main froide, l'eau tiède paraît chaude et que la main chaude peut trouver froide la même eau. Le goût est encore moins concluant. Le vitriol brûle les étoffes. Mais étendu d'eau, il a le goût acide et ne fait pas éprouver à la langue une sensation de chaleur. Le spiritus origani a une saveur brûlante, mais il ne brûle pas la main. Il ne reste donc plus que ce que les yeux peuvent voir et les oreilles entendre, c'est-à-dire la trépidation ainsi que le mouvement intérieur de la flamme et le murmure de l'eau bouillante. Voilà des aveux qu'on peut renforcer par l'application de la torture. Et cette torture, c'est le soufflet, à l'aide duquel l'agitation et le mouvement de la flamme deviennent si violents qu'on entend celle-ci bruire exactement comme le fait l'eau qui bout. Qu'on y ajoute enfin la pression du pied qui expulse tout ce qui reste de calorique, et la malheureuse chaleur serrée ainsi par le juge est forcée de se laisser arracher l'aveu qu'elle est un être inquiet, tumultueux et fatal à l'existence civile de tous les corps. Fermez les guillemets. Finalement, la constitution d'une table ne fait que généraliser une intuition particulière, majorée par une enquête tendancieuse. Sans nous attarder davantage à Bacon, et pour bien montrer l'influence néfaste du baconisme, à 150 ans d'intervalle, donnant un seul exemple où l'usage des tables de présence et d'absence a conduit à des affirmations insensées. Un auteur important, l'abbé Bertholon, professeur de physique expérimentale des États généraux du Languedoc, membre d'une dizaine d'académies royales de province et de plusieurs académies étrangères, écrit en 1786, ouvrez les guillemets. Le génie de Milton brillait du mois de septembre jusqu'à l'équinoxe du printemps, temps où l'électricité de l'air est plus abondante et plus continuelle. Et pendant le reste de l'année, on ne trouvait plus Milton dans Milton même. Fermez les guillemets. On voit de suite comment, en s'appuyant sur une telle table, on développera une idée théorique, une théorie électrique du génie. Bien entendu, Montesquieu aidant, l'abbé Bertholon n'hésite pas à mettre la diversité des caractères nationaux sous la dépendance des variations de l'électricité atmosphérique. Ce qu'il faut bien souligner, c'est que les physiciens du XVIIIe siècle, en usant d'une telle méthode, se croient prudents. L'abbé Bertholon dit incidemment « En physique comme en trigonométrie, il faut établir une base certaine de toutes ces opérations. » L'usage des tables baconiennes donne-t-il vraiment une triangulation initiale qui puisse servir de base à la description du réel ? Il ne le semble guère quand on lit dans le détail les livres de l'abbé Bertholon. Mais plutôt que de disperser nos remarques, nous allons étudier quelques faux concepts scientifiques, formés dans l'examen naturel et empirique des phénomènes. Nous verrons l'action de ces faux concepts dans la culture du XVIIe et du XVIIIe siècle. Nous saisirons ainsi toutes les occasions que nous rencontrerons pour montrer la formation quasi naturelle des fausses tables. Notre condamnation du baconisme sera donc cette fois toute psychologique, bien dégagée des conditions historiques. 3. Avant d'exposer nos exemples, il serait peut-être bon que nous indiquions d'une page rapide quelle est d'après nous la véritable attitude de la pensée scientifique moderne dans la formation des concepts. Alors l'état sclérosé des concepts formés par la méthode baconienne sera plus apparent. Comme nous le disions dans notre premier chapitre, l'esprit scientifique peut se fourvoyer en suivant deux tendances contraires. L'attrait du singulier et l'attrait de l'universel. Au niveau de la conceptualisation, nous défierons ces deux tendances comme caractéristiques d'une connaissance en compréhension et d'une connaissance en extension.
Mais si la compréhension et l'extension d'un concept sont l'une et l'autre des occasions d'arrêt épistémologique, où se trouvent les sources du mouvement spirituel? Par quel redressement la pensée scientifique peut-elle trouver une issue? Il faudrait ici créer un mot nouveau, entre compréhension et extension, pour désigner cette activité de la pensée empirique inventive. Il faudrait que ce mot puisse recevoir une acception dynamique particulière. En effet, d'après nous, la richesse d'un concept scientifique ne peut s'attacher à un phénomène isolé, qui serait reconnu de plus en plus riche en caractère, de plus en plus riche en compréhension. Cette richesse ne peut s'attacher davantage à une collection qui réunirait les phénomènes les plus hétéroclites, qui s'étendrait d'une manière contingente à des cas nouveaux. La nuance intermédiaire sera réalisée si l'enrichissement en extension devient nécessaire, aussi coordonné que la richesse en compréhension. Pour englober des preuves expérimentales nouvelles, il faudra alors déformer les concepts primitifs, étudier les conditions d'application de ces concepts, et surtout incorporer les conditions d'application d'un concept dans le sens même du concept. C'est dans cette dernière nécessité que réside d'après nous le caractère dominant du nouveau rationalisme, correspondant à une forte union de l'expérience et de la raison. La division classique, qui séparait la théorie de son application, ignorait cette nécessité d'incorporer les conditions d'application dans l'essence même de la théorie. Comme l'application est soumise à des approximations successives, on peut dire que le concept scientifique correspondant à un phénomène particulier est le groupement des approximations successives bien coordonnées. La conceptualisation scientifique a besoin d'une série de concepts en voie de perfectionnement pour recevoir le dynamisme que nous visons, pour former un axe de pensée inventive. Cette conceptualisation totalise et actualise l'histoire du concept. Au-delà de l'histoire, poussée par l'histoire, elle suscite des expériences pour déformer un stade historique du concept. Dans l'expérience, elle cherche des occasions pour compliquer le concept, pour l'appliquer en dépit de la résistance du concept, pour réaliser les conditions d'application que la réalité ne réunissait pas. C'est alors qu'on s'aperçoit que la science réalise ces objets, sans jamais les trouver tout faits. La phémonotechnique étant la phénoménologie. Un concept est devenu scientifique dans la proportion où il est devenu technique, où il est accompagné d'une technique de réalisation. On sent donc bien que le problème de la pensée scientifique moderne est de nouveau un problème philosophiquement intermédiaire. Comme au temps d'Abélard, nous voudrions nous fixer nous-mêmes dans une position moyenne, entre les réalistes et les nominalistes, entre les positivistes et les formalistes, entre les partisans des faits et les partisans des signes. C'est donc de tous côtés que nous nous offrons à la critique. 4. En opposition avec ce léger dessin d'une théorie des concepts proliférants, donnons maintenant deux exemples de concepts sclérosés, formés dans une adhésion trop prompte à une connaissance générale. Ces deux exemples sont relatifs à la coagulation et à la fermentation. Le phénomène si spécial de la coagulation va nous montrer comment se constitue un mauvais thème de généralité. En 1669, l'Académie propose en ces termes une étude du fait général de la coagulation. Ouvrez les guillemets. Il n'appartient pas à tout le monde d'être étonné de ce que le lait se caille. Ce n'est point une expérience curieuse, c'est une chose si peu extraordinaire qu'elle en est presque méprisable. Cependant, un philosophe y peut trouver beaucoup de matière de réflexion. Plus la chose est examinée, plus elle devient merveilleuse. Et c'est la science qui est alors la mère de l'admiration. L'Académie ne jugea donc pas indigne d'elle d'étudier comment la coagulation se fait, mais elle en voulut embarrasser toutes les différentes espèces pour tirer plus de lumière de la comparaison des unes aux autres. Fermez les guillemets. L'idéal baconien est ici assez net pour nous dispenser d'insister. Nous allons donc voir les phénomènes les plus divers, les plus hétéroclites, s'incorporer sous la rubrique coagulation. Parmi ces phénomènes, les produits complexes tirés de l'économie animale joueront, comme c'est souvent le cas, le rôle de premiers instructeurs. C'est là un des caractères de l'obstacle animiste, que nous signalons au passage, mais sur lequel nous reviendrons par la suite. L'Académie étudie donc la coagulation sur le lait,
Le sang, le flêle, les graisses pour les graisses qui figent dans nos assiettes. Le refroidissement est une cause assez visible. L'Académie va alors s'occuper de la solidification des métaux fondus. La congélation de l'eau est ensuite mise au rang d'une coagulation. Le passage est si naturel, il soulève si peu d'embarras qu'on ne peut méconnaître l'action persuasive du langage. On glisse insensiblement de la coagulation à la congélation. Pour mieux connaître les congélations naturelles, on trouve bon d'en considérer quelques-unes qui se font par art. Entre guillemets. Duclos rappelle, sans toutefois s'en porter garant, que, ouvrez les guillemets, Glauber parle d'un certain sel qui a la vertu de congeler en forme de glace, non seulement l'eau commune, mais les aquosités des huiles, du vin, de la bière, de l'eau de vie, du vinaigre, etc. Il réduit même le bois en pierre. Fermez les guillemets. Cette référence à des expériences non précisées est très caractéristique de l'esprit scientifique. Elle marque précisément la solidarité détestable de l'érudition, Elle marque précisément la solidarité détestable de l'érudition et de la science, de l'opinion et de l'expérience. Mais voici maintenant la généralité extrême, la généralité pédante, type évident d'une pensée qui s'admire. Ouvrez les guillemets. Quand la sève des arbres devient bois, et que le qu'il prend dans les animaux la solidité de leurs membres, c'est par une espèce de coagulation. Elle est la plus étendue de toutes, et peut, selon M. Duclos, s'appeler transmutative. Fermez les guillemets. On le voit, c'est dans la région de l'extension maxima que se produisent les erreurs les plus grossières. Alors l'on est parti des liquides organiques. Après un détour dans le monde inanimé, on revient à des phénomènes organiques, une bonne preuve que le problème n'a pas avancé, qu'il ne s'est pas précisé, et qu'on n'a pas trouvé une ordination des formes conceptuelles. On peut d'ailleurs juger, sur cet exemple, des ravages produits par une application trop rapide du principe d'identité. Il est loisible de dire que l'Académie, en appliquant si aisément le principe d'identité à des faits disparates plus ou moins bien précisés, comprenait le concept de la coagulation. Mais il faut ajouter tout de suite que cette manière de comprendre est anti-scientifique. Inversement, l'unité phénoménale de la coagulation, une fois constituée de si libre façon, on n'éprouvera que méfiance devant toute question qui proposerait des diversifications subséquentes. Cette méfiance des variations, cette paresse de la distinction, voilà précisément des marques du concept sclérosé. Par exemple, on partira désormais de cette proposition bien typique d'une identification par l'aspect général, ouvrez les guillemets. Qu'y a-t-il de plus semblable que le lait et le sang ? Fermez les guillemets. Et quand, à propos de la coagulation, on trouvera une légère différence entre ces deux liquides, on n'estimera pas nécessaire de s'y arrêter. Ouvrez les guillemets. De déterminer quelle est cette qualité, c'est un détail et une précision où l'on ne peut guère entrer. Fermez les guillemets. Un tel dédain pour le détail, un tel mépris de la précision disent assez clairement que la pensée pré-scientifique s'est enfermée dans la connaissance générale et qu'elle veut y demeurer. Ainsi, par ses expériences sur la coagulation, l'Académie arrêtait les recherches fécondes. Elle ne suscitait aucun problème scientifique bien défini. La coagulation sera par la suite souvent prise comme un thème d'explication universelle pour des problèmes cosmogoniques. On pourrait étudier ici une tendance très curieuse qui conduit insensiblement de l'explication par le général à l'explication par le grand. C'est une tendance que M. Albert Rivaux a signalée avec une grande finesse, en montrant que dans l'explication mythologique, c'est l'océan qui joue le rôle de principe et non pas l'eau, comme on le prétend le plus souvent. Voici comme Valerius, dans un livre traduit en 1780, fait de la coagulation un motif d'explication cosmogonique. Ouvrez les guillemets. Les eaux sont assez portées à se coaguler avec d'autres matières et à se réunir en un corps solide. Cette disposition de l'eau à la solidité, nous l'observons encore dans l'écume excitée par le mouvement seul. L'écume est beaucoup moins fluide que l'eau, puisqu'on peut la prendre avec la main.
Le mouvement seul change donc l'eau en corps solide. Fermez les guillemets. Suivent de longues pages pour décrire divers processus de la coagulation de l'eau. Au dire du célèbre géologue, la coagulation est suffisante pour expliquer la formation de l'animal. Ouvrez les guillemets. Tout le monde sait d'ailleurs que les animaux proviennent d'une matière liquide qui devient solide par une sorte de coagulation. Fermez les guillemets. Nous retrouvons ainsi l'intuition première du siècle précédent. Enfin, pour parfaire la conviction sur l'action générique du principe coagulant, Valerius cite Job. Instar lactis me mulcisti, et instar casei coagulari permissisti. Les alchimistes sont aussi très nombreux qui ont rêvé devant une coagulation. Crosset de la Homérie écrit en 1722. Ouvrez les guillemets. Il n'est pas plus difficile à un philosophe hermétique de fixer le vif argent qu'à une simple bergère de coaguler le lait pour en faire du fromage. Pour changer le vif argent en vrai argent, par la semence de l'argent, il n'est pas plus difficile que d'épaissir le lait en fromage par la présure, qui est du lait digéré. Que ce soit chez le géologue ou chez l'alchimiste, on voit le symbole de la coagulation s'enrichir de thèmes animistes plus ou moins purs. L'idée de semence et de levain sont en action dans l'inconscient. Avec ces idées de croissance animée et vivante apparaît une valeur nouvelle. Comme nous aurons bien souvent l'occasion de le faire remarquer, toute trace de valorisation est un mauvais signe pour une connaissance qui vise l'objectivité. Une valeur, dans ce domaine, est à la marque d'une préférence inconsciente. Bien entendu, comme nous en ferons aussi souvent la remarque, dès qu'une valeur intervient, on peut être sûr de trouver des oppositions à cette valeur. La valeur produit automatiquement attraction ou répulsion. À l'intuition qui imagine que la coagulation est l'action d'un germe et d'un levain qui va produire la vie, affermir la vie s'oppose celle qui voit sans plus de preuves le signe de la mort. Ainsi, dans son traité du feu et du sel, Blaise Vigénaire écrit en 1622, ouvrez les guillemets, « Toute coagulation est une espèce de mort, et la liquorosité de vie. » Fermez les guillemets. Naturellement, cette valorisation ne vaut pas mieux que l'autre. Une psychanalyse de la connaissance objective doit résister à toute valorisation. Elle doit non seulement transmuter toutes les valeurs, elle doit dévaloriser radicalement la culture scientifique. Pour illustrer la différence entre l'esprit préscientifique, plus ou moins valorisateur, et l'esprit scientifique, il suffirait, à propos du concept examiné, de considérer quelques travaux contemporains sur les colloïdes et sur les gels. Comme on l'a dit, un savant moderne cherche plutôt à limiter son domaine expérimental qu'à multiplier les instances. En possession d'un phénomène bien défini, il cherche à en déterminer les variations. Ces variations phénoménologiques désignent les variables mathématiques du phénomène. Les variables mathématiques sont solidarisées intuitivement dans des courbes, solidarisées en fonctions. Dans cette coordination mathématique, il peut apparaître des raisons de variation qui sont restées paresseuses, éteintes ou dégénérées dans le phénomène mesuré. Le physicien essaiera de les provoquer. Il essaiera de compléter le phénomène, de réaliser certaines possibilités que l'étude mathématique a décelées. Bref, le savant contemporain se fonde sur une compréhension mathématique du concept phénoménal. Et il s'efforce d'égaler, sur ce point, raison et expérience. Ce qui retient son attention, ce n'est plus le phénomène général, c'est le phénomène organique, hiérarchique, portant la marque d'une essence et d'une forme, et en tant que tel perméable à la pensée mathématique. 5. Mais nous voulons encore étudier du même point de vue un concept mieux défini, plus important, et nous rapprochant encore des temps modernes. En effet, pour atteindre le but de notre critique, il faut nous prendre des concepts corrects et utiles et montrer qu'ils peuvent constituer un obstacle, en offrant à la pensée une forme générale prématurée. Nous étudierons ainsi le concept de fermentation, en nous adressant à un auteur important voué à l'esprit nouveau. C'est le cas de David McBride, dont le livre traduit de l'anglais par Abadie en 1666 porte en exergue la phrase de Newton,
ouvrez les guillemets, la philosophie naturelle doit surtout s'attacher à raisonner des phénomènes, sans avoir recours aux hypothèses. On va voir cependant avec quelle tranquillité on désigne sous le nom de vue expérimental des intuitions toutes hypothétiques. Au départ, McBride retient cette définition de Macaire, qu'il juge précise et claire. La fermentation est un mouvement intestin qui s'excite de lui-même entre les parties insensibles d'un corps, duquel résulte un nouvel arrangement et une nouvelle combinaison de ces mêmes parties. Fermez les guillemets. Suivant cette définition, la fermentation touche le règne animal et le règne végétal. La digestion en est un des cas privilégiés. Et voici notre auteur devant les premières expériences. Devant les expériences qui précèdent, soi-disant les hypothèses. Mélange de pain et d'eau, mélange de pain, de mouton et d'eau. Un tel mélange donne sans doute pour l'esprit préscientifique un phénomène complet qui unit dans le même vase les trois règnes de la nature. Est-il besoin de souligner combien ce caractère complet, dans le sens de somme extensive, diffère du caractère complet dans le sens de cohérence compréhensive, que nous évoquions un peu plus haut, comme un des traits distinctifs de la pensée physico-mathématique contemporaine. À ce dernier mélange, pour varier l'expérience, on ajoutera du citron, ou des épinards, ou du cresson, ou de la salive, ou du miel, ou de l'eau de vie, et l'on tiendra registre des mouvements intestins. On notera aussi les odeurs, en désignant souvent les phénomènes produits en les référant à l'odeur du fromage, ou du fenugrec. Le lien de la connaissance préscientifique et de la connaissance vulgaire est donc court et fort. On n'oubliera pas d'ailleurs de rapprocher de cette enquête objective les expériences toutes intimes de la digestion, expliquant vraiment la fermentation par une digestion. Le mouvement intestin dans l'estomac n'est-il pas, ouvrez les guillemets, suscité par la chaleur douce du lieu, par les restes du dernier repas, et par la vertu fermentative de la salive et du suc gastrique, fermez les guillemets. Notons au passage l'influence attribuée aux restes du dernier repas. Ces restes font office d'un véritable levain, jouant le même rôle d'une digestion à l'autre, que la réserve de pâte gardée par la ménagère au coin du pétrin pour porter d'une cuisson à l'autre les vertus de la panification. La comparaison entre la fermentation et la digestion n'est pas occasionnelle. Elle est fondamentale et elle continue de guider la recherche, ce qui nous montre bien la gravité de l'inversion réalisée par l'esprit préscientifique qui place les phénomènes de la vie à la base de certains phénomènes chimiques. Ainsi, McBride notera qu'après un bon repas, ce sont les aliments végétaux qui donnent les renvois. De la même façon que le citron ou l'oignon dans les mixtures précédemment étudiées in vitro, on voit du reste combien est étroit le contact entre les différents districts de la phénoménologie. La pensée préscientifique ne limite pas son objet. À peine a-t-elle achevé une expérience particulière qu'elle cherche à la généraliser dans les domaines les plus variés. On pourra aussi retenir comme un caractère très distinctif du prépositivisme utilitaire des remarques comme celle-ci. Étant donné la fermentation acide du lait dans l'estomac, il y a intérêt à en accélérer la digestion. Et comme la digestion est essentiellement un mouvement, le Dr McBride en arrive à conseiller, ouvrez les guillemets, de faire prendre de l'exercice aux enfants à la mamelle. Fermez les guillemets. Effectivement, en agitant un flacon, n'active-t-on pas les mélanges et les fermentations? Secouez donc les nourrissons après chaque tétée. À bien suivre, sur cet exemple, le parcours de la pensée préscientifique depuis les définitions préalables trop générales jusqu'aux conclusions utilitaires de l'expérience, on peut voir que ce parcours est un véritable cercle. Si McBride n'avait pas défini arbitrairement la fermentation comme un mouvement intestin, il ne serait pas arrivé à cet étrange conseil de secouer les enfants à la mamelle pour qu'ils digèrent mieux le lait maternel. L'intuition première n'a pas bougé, l'expérience n'a pas rectifié l'hypothèse première, l'aspect général, saisi de prime abord, est resté l'attribut unique du concept immobile. Le livre de McBride est d'ailleurs très symptomatique par son plan d'ensemble qui manifeste un besoin de généralité illimité. McBride entreprend en effet de prouver par des études sur les substances animales et végétales
que l'air fixe est le principe de leur cohésion et leur unité substantielle. Cet air fixe est le vinculum ou le gluten verum. Quand McBride a longuement étudié la viande et les légumes, quand il a constaté que toutes ces matières organiques deviennent molles après la fermentation, perdant ainsi, croit-il, leur air fixe qui faisait leur cohésion, il en vient à étudier le règne minéral. Cette étude du règne minéral, d'ailleurs succincte, est ainsi entreprise en s'appuyant sur des intuitions très vagues, très générales, prises dans les règnes végétaux et animaux. Il y a là encore une inversion bien caractéristique que nous étudierons systématiquement dans notre chapitre sur l'obstacle animiste. Cette inversion montre que la classification des pensées objectives par voie de complexité croissante est bien difficile à constituer. McBride, confiant dans ses intuitions générales, commente l'action chimique de l'anhydre carbonique, air fixe, sur la chaux éteinte dans le sens d'une cohésion. Il s'agit cette fois d'une simple perte de mouvement, d'un phénomène inverse de la fermentation. Tout le jeu de l'explication des phénomènes oscille donc du pôle, mouvement et liberté, au pôle, repos et cohésion, en restant toujours sur le plan des données immédiates de l'intuition. Ce qui en est la qualité saillante. Cohésion ou division est alors la généralité qui suffit à tout expliquer. C'est elle qu'on explique et par elle qu'on explique, suivant le cercle sans fin de l'empirisme primitif. Et cette explication naïve s'émerveille à bon compte. Il était très agréable de voir les particules de la chaux, qui 2 ou 3 minutes auparavant étaient invisibles, et dissoutes dans l'eau, courir ensemble, se précipiter au fond et revenir à leur premier état d'insolubilité au moment qu'elles furent saturées d'air fixe. Fermez les guillemets. La chaux avait retrouvé son principe cimentant. Ce que McBride trouve d'agréable dans ce simple précipité, n'est-ce pas simplement la confirmation facile de ces hypothèses ? Dans une autre expérience, on nous fera assister à la dissolution inverse de la viande. Les gaz produits par cette putréfaction seront dirigés dans la solution d'eau de chaux. La conclusion est alors nette. Il y a ici un surcroît de preuves que l'air fixe est le principe cimentant des substances animales. Puisqu'on voit que pendant que la dissolution s'empare de la viande et qu'elle tombe en morceaux par la perte de l'air fixe, la chaux redevient solide lorsqu'il est rétabli. Fermez les guillemets. C'est vraiment l'idée générale et si pauvre de solidité qui forme le motif dominant de l'explication. Ainsi, nous venons de trouver un exemple d'une suite d'observations exactes et précieuses qui permettent de résoudre le faux problème de la cohésion et de la dissolution des viandes qui ne font que déplacer des idées fausses. Précisément, le thème intuitif de cohésion, de solidité est un thème de trop grande généralité. Il appartient entièrement à l'intuition naïve. C'est un thème dominant de l'explication préscientifique. Le rapport du mot et du concept est d'ailleurs ici bien remarquable. Dans le mot air fixe, il y a déjà la supposition d'un air qui est, comme le dit Alès, privé de son ressort et réduit à un état de fixité et d'attraction. On ne doit donc pas s'étonner que l'air fixe. On pourra trouver de nombreux cas où l'esprit préscientifique assemble les expériences sur un plan véritablement étymologique, en réunissant simplement des mots de même famille. L'air fixe trouve un nom trop général dans l'expérience particulière de l'action de l'anhydre carbonique avec l'eau de chaux. Sa fonction est alors généralisée avec l'excès qu'on vient de voir. Nous devons insister sur le fait que McBride n'est pas un de ces auteurs sans valeur qui se borne à copier des expériences faites par d'autres. C'est un bon observateur, souvent ingénieux et perspicace. Magdeleine de Saint-Agy, continuant au XIXe siècle l'histoire des sciences naturelles de Cuvier, rend compte des recherches de McBride. Il ajoute même, ouvrez les guillemets, « Les expériences de McBride contribuèrent plus que celles de Black à diriger l'attention des physiciens et des chimistes vers l'étude des gaz. » Une fois bien compris que la fermentation est un phénomène premier, pour une intuition générale, on s'explique qu'il suffise d'y ajouter un luxe d'adjectifs pour rendre compte des phénomènes chimiques les plus variés. Ainsi sera satisfaite la pensée préscientifique
qui estime que classer les phénomènes, c'est déjà les connaître. Par exemple, l'abbé Poncelet, qui croit lui aussi que la fermentation est essentiellement un mouvement, écrit, ouvrez les guillemets, comme il y a plusieurs degrés de mouvement, il peut y avoir plusieurs degrés de fermentation. On les désigne communément par leur rapport avec les sens du goût et de l'odorat. Ainsi, l'on peut dire une fermentation acerbe, austère, acédante, alcaline, vineuse, acéteuse, aromatique, fétide, styptique, etc. Fermez les guillemets. L'abbé Poncelet ne manque pas de dénoncer par ailleurs, ouvrez les guillemets, l'abus des termes qui a répandu d'étranges ténèbres sur les notions que l'on croit avoir sur des êtres abstraits et métaphysiques, fermez les guillemets. C'est en très assez curieux de l'esprit scientifique de ne pouvoir diriger ses critiques contre soi-même. L'esprit scientifique a une toute autre puissance d'autocritique. Ainsi que nous avons fait la remarque pour la coagulation. Nous pouvons aussi donner des exemples où le concept trop général de fermentation reçoit une extension manifestement abusive. Pour Geoffroy, la végétation est une sorte de fermentation qui unit quelques-uns de ces mêmes principes dans les plantes, tandis qu'elle en écarte les autres. Fermez les guillemets. La fermentation est ici un processus si général qu'il totalise les contraires. Un auteur inconnu, écrivant comme Geoffroy en 1742, s'exprime ainsi, ouvrez les guillemets, dans la grappe de raisin. Le suc vineux ne fermente pas autrement que dans le tonneau. Même ferment, mêmes actions, même fin égale. Auquel vous pouvez comparer généralement tout ce qui se passe dans l'histoire des végétaux. Ainsi, la fermentation est établie sur un système général qui ne fait que varier dans les sujets. Fermez les guillemets. De cette généralisation excessive et sans preuve, on peut rapprocher l'opinion de Boerhaave, qui affirme que tous les végétaux, préparés dans une fermentation convenable, donnent des esprits vineux qui s'exhalent, ouvrez les guillemets. On peut regarder l'air comme une nuée d'esprits de vin. Naturellement, la notion de fermentation porte sa valeur d'explication dans le règne minéral. Pour Lemery, ouvrez les guillemets, la fermentation qui agit comme le feu écarte dans la production du métal les parties terrestres et grossières. Il faut un degré de fermentation pour la production des métaux qui ne trouve pas dans toutes les terres. Comme le métal est un ouvrage de la fermentation, il faut nécessairement que le soleil ou la chaleur des feux souterrains y coopèrent. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets, la fermentation fait souvent élever jusqu'au haut de la montagne des filets de mines pesantes ou quelques marcassites. Fermez les guillemets, ici encore, comme nous l'avons déjà vu pour la coagulation, l'explication par le général glisse à l'explication par le grand et devient un principe cosmogonique. Lemery, qui est pourtant un démonstrateur de talent, est ainsi emporté, comme tant d'autres, par sa rêverie savante. Ce qui bouillonne dans sa cornue lui suffit pour former une image de ce qui se passe au centre de la Terre. Dans le domaine même des phénomènes matériels, le thème général de la fermentation pourra réunir les phénomènes les plus hétéroclites. Il ne faudra pour cela qu'un jeu d'adjectifs. Par exemple, le comte de Tressan explique les phénomènes électriques par des fermentations. Il définit des fermentations chaudes qui produisent une expansion et des fermentations froides qui donnent un coagulum. Avec une telle généralisation qui englobe les deux contraires, il peut défier la contradiction. À propos du terme de la fermentation, que nous venons de caractériser dans son aspect pré-scientifique, il serait bien facile de montrer que la pensée scientifique moderne est vraiment un seuil différentiel de la culture. En particulier, on pourrait montrer qu'aucune observation du XVIIIe siècle n'a donné naissance à une technique du XIXe siècle. Il n'y a aucune comparaison possible entre une observation de McBride et une technique pastorienne. La pensée scientifique moderne s'acharne à préciser, à limiter, à purifier les substances et leurs phénomènes. Elle cherche le ferment spécifique, objectif, et non la fermentation universelle. Comme le dit très bien Marcel Boll, ce qui caractérise le savant moderne, ouvrez les guillemets, c'est l'objectivité et non pas l'universalisme. La pensée doit être objective, elle ne sera universelle que si elle le peut, que si la réalité l'y autorise. Or, l'objectivité se détermine dans la précision et dans la cohérence des attributs, non pas dans la collection des objets plus ou moins analogues. Cela est si vrai que ce qui limite une connaissance est souvent plus important, pour les progrès de la pensée, que ce qui étend vaguement la connaissance. En tout cas, à tout concept scientifique doit s'associer son anticoncept.
Si tout fermente, la fermentation est bien près d'être un phénomène sans intérêt. Il est donc bon de définir ce qui ne fermente pas, ce qui peut arrêter la fermentation. En fait, dans l'ère pastorienne, les conditions de stérilisation ont été intégrées comme essentielles à la connaissance des conditions de fermentation. Même sous la simple distinction du grand et du petit, on peut voir dans la science moderne la tendance à réduire plutôt qu'à augmenter les quantités observées. La chimie de précision opère sur des quantités de matière très petites. L'erreur relative diminuerait pourtant si l'on prenait des quantités plus grandes. Mais les techniques sont plus sûres avec les appareils délicats. L'idéal de l'imitation prime tout. Une connaissance qui manque de précision, ou pour mieux dire une connaissance qui n'est pas donnée avec ses conditions de détermination précises, n'est pas une connaissance scientifique. Une connaissance qui manque de précision, ou pour mieux dire une connaissance qui n'est pas donnée avec ses conditions de détermination précises, n'est pas une connaissance scientifique. Une connaissance générale est presque fatalement une connaissance vague.